Bienvenue dans le Café Book et Fleurs, le podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marine Mestre, consultante dans l'accompagnement de la création à l'entreprise, mais aussi autrice engagée autour de la confiance en soi chez l'enfant et du développement personnel. Avec Marine, nous allons revenir sur les étapes administratives et stratégiques qui composent un projet entrepreneurial, à travers notre parcours de création de Café Librairie. Nous allons aussi parler de son univers d'autrice, la création de ses ouvrages et les difficultés rencontrées et la manière de structurer un cahier d'exercice au développement personnel. Bienvenue au Café Book et Fleurs, le podcast où les livres se dégustent autant qu'ils se racontent. Entre confidences d'auteurs, regards d'éditeurs, rencontres inspirantes et les coulisses du monde littéraire, ouvre une parenthèse douce, chaleureuse et profondément humaine. Marine, peux-tu te présenter ? Très bien, merci beaucoup déjà pour l'invitation à ce podcast. Alors donc je m'appelle Marine Mestre, j'entreprends depuis 18 ans. À l'heure actuelle, je suis surtout consultante en visibilité pour les entreprises de services, en visibilité locale et digitale, mais j'ai un parcours professionnel riche et je suis maman aussi et autrice. D'accord. Quel est ton parcours professionnel ? Alors j'ai un parcours professionnel très dense, orientée sur tout terrain. J'ai été pendant 15 ans restauratrice, à peu près à tous les postes, en tant que chef d'entreprise, ce qui m'a amenée à maîtriser beaucoup de disciplines, la gestion, le développement, les stratégies, le recrutement, tout ce qui a trait à un chef d'entreprise. Après, j'ai eu une expérience aussi dans l'immobilier, où là, j'ai beaucoup développé mes compétences en vente, en relation client, suivi. Et je me suis servi de toute cette expérience accumulée pour accompagner d'autres entrepreneurs à se lancer, à se développer. D'accord. Qu'est-ce qui t'anime dans l'aide à la création d'entreprise ? Alors, qu'est-ce qui m'anime dans l'aide à la création d'entreprise ? C'est surtout la transformation, en fait. C'est surtout la vision, la capacité, en fait, d'aider un entrepreneur à déployer sa vision et à la rendre concrète. Et quand je parle de transformation, c'est la transformation interne de l'entrepreneur, c'est-à-dire de prendre une personne qui a une certaine identité quand il rentre dans l'entrepreneuriat et l'accompagner à devenir quelqu'un d'autre. Parce que pour réussir un projet entrepreneurial, on est obligé de travailler sur soi, on est obligé de devenir la personne qui a les résultats qu'on souhaite. Donc il y a forcément un changement d'identité, une transformation personnelle intense. Et ça, c'est formidable à accompagner. D'accord. Et quelle est ta méthode d'accompagnement ? Alors, quelle est ma méthode d'accompagnement ? Alors, ça commence par la clarté du projet. Voilà, qui fait quoi, comment, la cible, l'offre et comment ça va se passer. Après, c'est la cohérence du projet, c'est-à-dire savoir, c'est bien d'avoir une vision, mais est-ce que c'est défendable ? Voilà, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est défendable, est-ce que tout simplement c'est viable ? Et après, une fois qu'on a passé ces 2 premières étapes, on pense à la structure du projet, c'est-à-dire quelles étapes on va mettre en place, qu'est-ce qu'on va prioriser. Voilà, c'est vraiment la structure, les actions qu'on va mettre en place pour avancer vers l'objectif qu'on s'est donné. D'accord. Et est-ce que tu as des profils que tu accompagnes plus que d'autres ? Oui, alors majoritairement ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui sont pleines de talent, mais des femmes qui sont aussi très dispersées et qui sont aussi complètement soumises à leurs croyances limitantes qu'elles ont envers elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne se sentent pas capables d'être visibles, elles ne se sentent pas capables de vendre, elles ne se sentent pas capables, elles ont vraiment envie d'être, elles ont vraiment envie d'avoir ce projet entrepreneurial aussi pour avoir plus de liberté, mais elles sont vraiment bloquées, elles ont beaucoup de croyances limitantes. Et elles ont aussi beaucoup de croyances limitantes dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de profils où on pense que pour réussir en entreprise, il faut bosser 60 heures par semaine, faut tout sacrifier, faut finir épuisé. Enfin, ça fait partie du packaging. Voilà. Mais c'est toujours des personnes qui ont un fort besoin de contribution. Ok. Et quelle est l'erreur qui revient le plus souvent ? Alors, l'erreur qui revient le plus souvent, alors il y en a pas mal. Ok. Il y en a pas mal. La première erreur, c'est aller trop vite sans fondation. C'est-à-dire avoir un projet, être porté seulement par l'enthousiasme et bâcler toutes les étapes, les fondations. Après, c'est de vouloir aller trop, oui, ça je l'ai dit, sous-estimer la visibilité. Voilà. Souvent, on pense que parce qu'on a une bonne offre ou parce qu'on a un bon projet, ça suffit, ça va se vendre tout seul. Voilà, il suffit, on va poster quelques posts sur Facebook, on va mettre quelques flyers dans les boîtes aux lettres. Je pense que voilà, ça suffit, parce qu'on a un bon projet, ça va fonctionner. Alors pas du tout. Il faut autant avoir un bon projet, une bonne offre, qu'il faut autant être capable de rendre son offre claire, compréhensible, visible. Et aussi après, il y a aussi vouloir tout faire en même temps.
C'est-à-dire, voilà, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, souvent, on a l'impression qu'on est multinational, on a l'impression que on peut déjà avoir 50 000 offres, qu'on peut déjà être présent partout, avoir 50 stratégies, avoir un site internet, avoir une équipe de commercial, enfin, voilà. Alors qu'il faut structurer les choses vraiment de façon hiérarchique et commencer petit et petit à petit se développer en faisant les bons choix. Vaut mieux commencer simple et complexifier par la suite que complexifier tout de suite, parce qu'après on se perd et on s'épuise tout de suite. Là, on fait tous un peu cette erreur-là de vouloir... Oui, voilà, ça, ouais. C'est pas évident. On va parler maintenant de tout le côté administratif quand on ouvre un commerce. Donc, selon toi, quelles sont les premières étapes administratives incontournables? Alors, avant toute étape administrative, c'est clarifier le projet. Voilà, c'est savoir qui on va accompagner, comment on va accompagner et sous quelle forme, le business model et tout. Voilà, c'est très important, c'est clarifier le projet. Après, les étapes administratives, c'est savoir si ce projet qui a été clarifié, s'il est viable. Donc, ça veut dire forcément déjà, c'est l'étude de marché. D'accord. Avant toute chose, c'est l'étude de marché. Avant même le business plan, parce que le business plan va s'appuyer sur l'étude de marché, mais c'est l'étude de marché auprès des prospects, mais aussi auprès de la concurrence, qui est souvent négligée. Souvent, on va chercher s'il y a un besoin chez des prospects particuliers, mais on oublie d'aller vérifier quelles sont les offres concurrentes. Et après, on ne vend pas les premiers mois et on ne comprend pas, bah oui, parce que les concurrents sont beaucoup plus, ont une offre plus attrayante que la nôtre. Et après, on fait donc ce qu'on appelle le business plan, le prévisionnel et tout ça, pour pouvoir, là, on va chercher les chiffres pour pouvoir défendre et vérifier concrètement si le projet, la vision est rentable. D'accord. Et quelles erreurs administratives vois-tu le plus souvent? Alors, l'erreur administrative que je vois le plus souvent, ça va être justement de bâcler l'étude de marché. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs en fait qui ont des difficultés à vendre leur offre et quand on creuse un peu, parce que moi quand j'aide à accompagner à la visibilité, je vais toujours chercher en amont qu'est-ce qui bloque la visibilité et en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment eu d'étude de marché. Soit ça va être une étude de marché bâclée, c'est-à-dire qu'on a interviewé moins de 20 personnes, on s'est dit c'est bon, et soit une étude de marché qui n'est pas faite dans les normes, c'est-à-dire on a demandé aux gens ce qu'ils aimeraient dans le futur au lieu de leur demander si ils ont cherché des solutions dans le passé ou à l'heure actuelle. Parce que les gens qui vont chercher dans le futur, ça veut dire que c'est pas un besoin urgent. Alors quand vous êtes face à des gens qui ont déjà cherché une solution dans le passé, c'est des gens qui ont un besoin urgent, donc la cible est beaucoup plus cohérente. Donc c'est surtout ça, ouais. L'erreur c'est de bâcler l'étude de marché. D'accord. Et donc du coup, dans notre projet de création du Café Les Péris, quelles étapes semblent les plus stratégiques? Quelles étapes semblent les plus stratégiques Alors, au niveau de la création... Du coup, du Café Libéré. Ah bah c'est les mêmes pour tout le monde, hein. Les mêmes pour tout le monde, c'est de faire une étude de marché solide, voilà, se confronter à des personnes qui ont un besoin réel. Après, il faut savoir aussi se positionner par la concurrence, d'accord, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on va apporter de plus de la concurrence? Après, il faut faire le business plan. Ça, c'est un capital. Et une fois qu'on a fait ça, il faut commencer à poser les bases de l'entreprise, c'est-à-dire choisir le statut, voilà, le business model, organiser, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, comment il va venir et tout. Mais justement, tu parles de statut. Excuse-moi, tu avais peut-être... Non. Justement, comment bien choisir le statut juridique? Alors, le statut juridique, honnêtement, répondre assez brièvement parce que ce n'est pas du tout mon domaine, donc je ne veux pas dire d'erreur. Je sais simplement que le statut juridique dépend des charges qu'on a. Voilà, je vois aussi beaucoup de personnes qui ont une micro alors qu'elles ont un loyer, elles ont des charges. Donc, le micro n'est pas du tout intéressante quand on a des charges, il faut vraiment travailler sans charge. Après, ça dépend si on prend un associé, ça dépend de la fiscalité, ça dépend si on a du patrimoine à protéger, ça on veut. En fait, tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Mais je pense que pour le choix du statut, il ne faut surtout pas le bâcler, il faut prendre son temps, il faut prendre un vrai conseil. Il faut aller voir un avocat fiscaliste ou un expert comptable, pas un comptable, un expert comptable, quelqu'un vraiment qui peut conseiller par un autre angle de vue par rapport à vos besoins et vos objectifs. Et comment on peut anticiper la partie du financement et de la banque? Alors, la partie du financement et de la banque, c'est-à-dire quand on va demander un crédit, c'est ça? Oui. Alors, tout simplement en étant prêt. Ça, c'est très important. Je vois beaucoup de personnes aussi, l'erreur que font beaucoup, c'est qu'on va juste voir avec des tableaux financiers. Mais le banquier, il a besoin qu'on défende ses chiffres, donc il faut être en mesure de citer ses sources. Les chiffres qu'on a mis viennent, bah là, ça vient de là, j'ai pris cette source, voilà, et pas que seulement de votre étude de marché. Parce que le banquier, si votre étude de marché, personne ne vous a expliqué comment on en fait une, vous pouvez complètement être à côté de la plaque. Donc, il faut être en mesure déjà de citer ses sources. Mais après, il ne faut pas qu'amener les tableaux financiers, il faut aussi parler de votre vision complète. Il faut que le banquier en face de vous, il puisse se projeter là où vous voulez en venir, en fait.
Et donc, ça veut dire que vous devez être en mesure, ça sera comment dans 3 ans, ça sera comment dans 5 ans. Voilà, ce sont des points que vous avez besoin de travailler en avant déjà pour pouvoir convaincre le banquier, parce que s'il arrive à se projeter et à adhérer à votre vision, ça sera plus facile pour lui de défendre votre projet, parce que c'est pas souvent lui qui prend la décision de financement, il va défendre votre projet. Donc, il faut qu'il s'imprègne aussi de votre vision. Il faut qu'il soit complètement conquis. Donc, il faut monter un vrai projet avec des photos pour illustrer, enfin un vrai dossier, pas que des tableaux financiers. C'est important. Et voilà, et grosso modo, c'est ça. Voilà. Il faut qu'il puisse se projeter dans votre projet. Il faut que vous puissiez défendre les chiffres que vous amenez, montrer que vous êtes prêt à tout aussi. Voilà. Voilà, que vous avez pensé à tout, que vous avez été prudent et que vous avez anticipé. Vous avez 3 coups d'avance sur tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Ça, c'est pour le rassurer. C'est vrai que nous, on a eu la possibilité d'avoir des boutiques éphémères. Et là-dessus, on a pu se baser sur les prix, les concurrents, mais aussi les parts d'ombre qu'on ne voit pas quand on va juste voir les concurrents. Je sais que je m'étais renseignée auprès de l'Esperluette, mais c'est vrai qu'eux n'ont pas ce côté café. C'est vrai que c'est ceux qui sont les plus concurrentiels pour nous, mais à contrario, c'est qu'eux, ils vivent que de la librairie. Donc eux, ils ont que ce côté libraire où c'est sûr qu'on n'a que 30%. Donc il faut avoir un large stock, mais nous on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le côté café, qui fait que du coup notre business plan par exemple ou notre prévisionnel est plus avantageux avec ce côté café que si on avait que le côté librairie. Bien sûr, parce que si les ventes de livres pêche, vous pouvez toujours développer une autre activité. C'est beaucoup plus sécure vous avez plusieurs cordes à votre arc et vous pourrez voir quoi développer en fonction de ce qui marche le plus. C'est ça. Et c'est vrai que du coup ces 2 premières boutiques éphémères, on a pu poser directement la question au Chartrain, savoir ce qu'il recherchait réellement. Et c'est vrai ce qui est revenu le plus, c'est un endroit où se poser pour pouvoir lire, mais aussi avoir un conseil. C'est beaucoup ce que recherchent les gens. Et c'est vraiment, comme tu disais, c'est pas ce qu'ils veulent dans le futur, c'est ce qu'ils veulent maintenant. Oui, exactement. Voilà. Parce que dans le futur, les gens sont toujours pleins. Oui, ça te dirait d'avoir ça. Oh bah oui, pourquoi pas. Voilà, mais quand il faut payer, il y a une grande différence entre les envies. Voilà, donc les gens qui sont déjà en recherche de solutions, qui ont déjà testé d'autres solutions, c'est des gens qui sont prêts à payer. Donc c'est ceux-là qui nous intéressent. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils allaient en Bretagne ou en région parisienne pour aller directement dans ces cafés-librairies. Et donc c'est vrai que du coup, ça nous a permis de savoir que s'ils faisaient le déplacement, exactement, ils font le déplacement. Tout à fait. Voilà, ça c'est c'est des très bonnes personnes à interviewer parce que vous savez ils s'investissent déjà, que ce soit du temps, de l'argent ou de l'énergie, dans la démarche de recherche de solutions. Du coup, quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut ouvrir un commerce culturel ? Alors, pour quelqu'un qui ouvre un commerce culturel, il ne faut pas penser qu'en termes de chiffres, il faut penser en termes d'expérience globale. Voilà. Parce qu'il faut que les gens aient envie de venir, aient envie d'y rester, aient envie de revenir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut penser à l'expérience qu'ils vont vivre. Voilà, c'est ça. Il faut que ça soit un lieu qui donne envie de se détendre, mais ça soit un lieu aussi qui donne envie de parler, de nourrir les conversations quand les clients sont en dehors, voilà, qui parlent des activités qu'il y a dans le commerce, qui parlent, voilà, c'est ça. Il faut que ça soit un lieu qui ait une âme, il faut que ça soit un lieu qui ait une singularité. Donc, il faut déjà réfléchir vraiment en tant que concept global, pas seulement en tant que rentabilité, chiffres et tout ça, même si évidemment, il faut rester les pieds sur terre. Voilà, il ne faut pas non plus partir et il faut garder ces statistiques. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire ces chiffres, c'est toujours. Voilà. Mais oui, il faut penser en termes d'expérience globale. L'expérience du client, quoi, c'est ça. C'est ça, voilà. Quelle expérience mon client va. Que nous, du coup, on a mis en avant les actes parce que c'est vraiment là où ils vont pouvoir partager et même en dehors dire voilà, j'ai eu la chance de faire partie de ce club lecture, c'est intéressant, on a plusieurs visions. C'est vrai que ça, c'est ce qu'on a mis en avant pour le côté culturel, vraiment, parce que parler, c'est bien, mais avoir un groupe, savoir qu'on peut se rattacher à des personnes qui vivent exactement les mêmes expériences que nous, qui ont le même loisir, c'est plus important que si on venait juste dans un endroit sans avoir de lien avec les autres personnes qui font partie de celui-là. J'aurais aimé savoir une situation marquante que tu aurais pu avoir avec un porteur de projet. Alors, les situations marquantes, c'est pas plutôt une situation en particulier, c'est c'est au moment où il y a la levée des schémas d'auto-sabotage. Voilà, c'est le moment où la personne comprend qu'elle était dans le faux. Elle comprend pourquoi elle tourne en rond, elle comprend pourquoi les efforts qu'elle fait ne fonctionnent pas.
parce qu'en fait, elle comprend son propre mécanisme interne. Il y a ça, la compréhension des délais. Parce que souvent, en fait, on est dans un monde où on veut aller vite et on a tendance à beaucoup se comparer et on a l'impression d'être toujours en retard. On a l'impression de, voilà, on se met une pression énorme. Pourquoi moi, j'avance pas? Pourquoi j'ai pas déjà mon local? Pourquoi c'est pas déjà ouvert? Pourquoi j'ai pas déjà tant de clients? Pourquoi j'ai pas déjà tant d'événements? Enfin, j'adapte à, voilà. Alors qu'en fait, on comprend que l'entrepreneuriat, c'est un marathon et que chacun a son rythme et qu'il faut vraiment se laisser. Voilà, c'est pas une course. Et ça, quand on comprend ça et quand moi, je vois les personnes que j'accompagne qui commencent à comprendre ça, en fait, ça débloque beaucoup de choses. Oui, parce qu'ils se mettent de la pression. Ah oui, Puis évidemment, les faits de comparaison avec les réseaux sociaux, tout ce bien sûr, ouais. Voilà, on se sent, on est poussé par une pression sociale qui nous fait en permanence nous juger par rapport à les autres et nous faire sentir en retard. On est en retard dans les relations, on est en retard dans ci, on est en retard dans ça. En fait, chacun a son propre chemin. Et l'entrepreneuriat, plus que tout, force à ralentir, force à se concentrer sur son projet et pas sur ce que font les autres. D'accord. Donc on peut dire que l'erreur fréquente, c'est l'auto-sabotage. Il est évitable si par exemple on a un accompagnement structuré avec soit un appel. Au-delà de l'entrepreneuriat, tu accompagnes aussi autrement à travers l'écriture. Oui. Et donc j'aurais aimé savoir comment tu es devenue autrice. Alors, qu'est-ce qui t'a poussée à ça? Alors, j'écrivais déjà un peu plus jeune. J'ai déjà une tentative de roman, un roman fantasy où j'étais partie dans l'écriture de au moins 50 tomes. J'ai dû en finir 3 ou 4, voilà. J'ai essayé de démarcher des maisons d'édition, ce n'a pas, voilà. Donc j'ai vite ça mis de côté et puis le cours de la vie a suivi et j'ai décidé de réécrire en fait quand j'ai eu un besoin particulier par rapport à mes enfants. Voilà. Donc c'est un peu ça qui t'a poussé à écrire sur la confiance en soi. Exactement, voilà, exactement. Ça faisait un bout de temps en fait que je voulais ressortir mon bouquin des placards et que je me disais c'est quand même dommage. D'écrire, ça me fait un sentiment de joie intense en fait. Voilà, c'est quelque chose de magique pour moi, ne serait-ce que d'écrire, pas forcément d'être public. Je me rappelais, je me levais de bonne heure et tout, et vraiment, ça me mettait dans un état d'extase, presque d'extase. Je me disais, c'est dommage, il faudrait recommencer. Et je pensais à ça, vraiment, à ressortir le bouquin, mais manque de temps. Et quand j'ai commencé à travailler sur moi-même au niveau des développements personnels, et que j'ai compris beaucoup de choses, et que j'ai essayé de les expliquer à mes enfants, j'ai rien trouvé. Voilà, j'ai rien trouvé qui permettait de mettre des mots sur ce que j'ai essayé d'expliquer à mes enfants, en des termes beaucoup moins techniques, et de leur parler du subconscient, de l'énergie quantique, enfin voilà, je les perdais. Donc du coup, tout simplement, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne l'écrirais pas? D'accord. Voilà. Ouais, c'est un besoin personnel qui touche plusieurs personnes, parce que c'est vrai que du coup, nous avons pu proposer ton livre à la vente et il plaît énormément, parce que c'est vrai que beaucoup d'enfants ont ce manque de confiance en eux, et le livre est en forme de conte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est... ça fait un peu comme les romans, c'est-à-dire c'est un peu sublimé. C'est pas dit avec des mots d'adultes. Ah non, pas du tout. Oui, voilà. Oui, non, j'ai choisi une version de conte accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Mais c'est aussi des contes que j'ai pensés pour... parce que moi, je toujours fait l'histoire du soir avec mes enfants, pour qu'ils soient lus avec les parents. Parce que c'est des informations qui sont à transmettre aux enfants, mais il faut aussi que les parents comprennent aussi ces clés. Et malheureusement, moi, j'ai grandi sans ces clés parce que mes parents ne les avaient pas. Et ça sert aussi, bien évidemment, c'est un livre dédié autant aux enfants qu'à leurs parents, en fait. Oui. Ça me fait poser la question de... On n'est plus dans la même ère, je pense, que les parents d'avant. Bien sûr, oui. Ah oui, effectivement, oui. Tout à fait. C'est vrai que oui. Et est-ce que tu as eu des retours sur ce livre-là? J'ai eu d'excellents retours, oui. J'ai eu de très, très bons retours. Et quel lien fais-tu entre ce développement personnel et l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat est le plus beau chemin de développement personnel pour moi. Voilà, je pense que quand on décide de devenir entrepreneur, on est obligé de faire face à soi-même. Et le développement personnel, c'est quoi? C'est d'apprendre à faire face à soi-même, d'apprendre à aller dans ses zones d'ombre, d'aller comprendre comment on fonctionne, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous maintient, qu'est-ce qui nous empêche de réaliser notre plein potentiel. Et donc, en fait, c'est le meilleur, voilà, totalement lié. On ne peut pas réussir pour moi dans l'entrepreneuriat. Enfin, on peut réussir parce que j'ai réussi entre parenthèses pendant des années dans l'entrepreneuriat sans faire de développement personnel. Mais pour moi, c'est la voie où il faut travailler énormément pour peu de résultats.
Le développement personnel permet de déverrouiller des clés où on peut travailler énormément, mais on n'a pas de sens du sacrifice, on est dans la joie. Voilà, ça n'empêche pas qu'on peut travailler 15 heures par jour, mais au moins, on est vraiment dans un sentiment, on n'a pas l'impression de se sacrifier, on fait vraiment ce qu'on aime, on est dans la joie et les résultats, du coup, sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus satisfaisants. On ne va pas chercher les résultats avec sa sueur, son sang, et c'est quoi sa sueur, son sang, et quoi d'autre, on dit le terme, voilà. Voilà, j'avais vraiment cette impression-là avant, maintenant. Oui. Et ça, c'est le bonheur de bah voilà, Ouais. c'est génial. C'est vrai. On se lève et on sait qu'on fait quelque chose qui nous passionne. Voilà. C'est ça qu'on met en avant. C'est vrai qu'on ne se retrouve pas forcément. Enfin, Camille, encore plus en tant que salarié. Oui, bah oui. Tu te rends compte que c'est plus facile pour toi. C'était... Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Puis on fait ce qu'on aime et pour soi en fait. Hein, donc c'est sûr. Et alors du coup, tu écris un cahier pour les enfants, mais aussi un cahier d'exercice. Donc d'où t'es venue cette idée? Alors là, c'est par rapport à mes clientes. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs, j'ai accompagné pas du tout sur la partie développement personnel parce que j'en faisais pour moi, mais l'idée n'était pas du tout venue de le proposer à mes clientes. Et j'avais des clientes avec qui j'avais des résultats et j'avais des clientes avec qui j'avais pas de résultats. Donc ça me fâchait un peu. Parce qu'on a toujours envie d'avoir des résultats, parce que plus vous avez de résultats avec les clients, plus vous êtes recommandé. Donc j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui se passait? Et là, un déclic, une lumière, et je me suis dit, en fait, elles doivent avoir le même problème que toi, elles sont bloquées. Donc il faut que tu trouves quelque chose pour que les stratégies que tu proposes puissent fonctionner. Il faut qu'avant, elles travaillent sur elles-mêmes comme toi, tu l'as fait. Tout le monde n'est pas ouvert à ça, donc essayer de convaincre quelqu'un qui est réticent, c'est comme le porter, c'est comme, je suis coach business, je suis pas maman. Donc du coup, j'ai dû trouver une solution pour moi me décharger en fait de ce travail-là et pour que les personnes qui aient vraiment envie de le faire puissent le faire en autonomie parce que quand on veut progresser là-dedans, on a besoin de personnes. Et après, j'ai décidé, parce que j'ai eu de très beaux retours, comme le livre, d'excellents retours, et je me suis dit, peut-être que ça peut aider, là c'était dans le cadre des entrepreneuses, mais peut-être que ça peut aider n'importe qui au final, qui a besoin de comprendre ça pour être plus épanoui dans sa vie. Oui, c'est bien. Et alors, du coup, quelle est la partie la plus difficile dans le processus d'écriture? Alors, la partie la plus difficile dans le processus d'écriture, c'est quand on a mis l'idée à la fois et que toutes paraissent aussi séduisantes. Enfin, je dirais pas mille. Voilà, c'est ça en fait. C'est d'arriver à toutes ces idées, en fait, à les coucher sur papier de façon cohérente. Et c'est pas toujours évident. Oui, qu'il y a un fil rouge. Exactement, voilà. Et puis pas quelque chose qui soit pas que compréhensible pour soi-même, mais qui soit compréhensible pour le plus grand. Toi, Camille, qui l'as lu, qu'est-ce que tu en as pensé de ce cahier d'exercice, de l'avoir pu le réaliser? Il est très bien. En plus, c'est bien parce que c'est tous les jours, en fait. Donc, c'est hyper cohérent, étape par étape. Donc, non, c'est très bien. Voilà. Je vais pas en dire plus. Hein. Je vous laisserai l'acheter. Je vais pas spoiler, mais non, ça aide bien. C'est un bon accompagnement. Et alors, du coup, en parlant de ce cahier d'exercice, et tu parlais de structure, comment toi, tu as fait? Alors, en fait, je me suis beaucoup creusé les méninges. Et après, je me suis dit tout simplement, il faut que je parte du résultat voulu. Je parle du résultat que je veux que mes clients obtiennent. Et comment elles vont faire? En fait, j'ai remonté à l'envers, en fait. J'ai remonté à l'envers avec des plus ou moins des étapes grossières. Après, ces étapes grossières, je les ai affinées, je les ai détaillées et remonté à l'envers pour que vraiment y ait, parce que c'est un cahier de transformation. C'est-à-dire qu'on ouvre le cahier, on est à un point A, on finit le cahier, on est censé être au point B. Si on a bien fait les exercices et qu'on a respecté. Donc, c'est vraiment un chemin de transformation. Donc, il fallait que ce chemin soit cohérent, logique et qui j'ai dû me former en pédagogie. Ça s'appelle en ingénierie de formation. Voilà, j'ai dû lire des bouquins et tout ça pour pouvoir avoir un contenu structuré qui soit pas indigeste, que ça soit, parce que c'est quand même des notions des fois qui peuvent heurter des personnes que ça soit pas quand même indigeste, ça soit très facile à comprendre. Et je me suis dit, il faut que quand même, grosso modo, qu'un jeune adolescent soit en mesure de comprendre. Voilà, j'ai essayé de me dire comme ça pour faire en sorte que ça soit compréhensible pour le plus grand nombre. D'accord. Et donc, quelle place tu donnes à la pédagogie? C'est hyper important. Ah oui, c'est hyper important. C'est parce qu'on peut entrer dans une volonté de transformation motivée et puis perdre sa motivation. Et la pédagogie est là pour proposer des outils qui font qu'on garde aussi, c'est notre rôle, voilà, de garder motivé en fait sur le chemin de la transformation les personnes qu'on veut accompagner, que ce soit par un livre ou que ce soit par un accompagnement normal, pas plus classique. Et du coup, comment est-ce que tu trouves le bon équilibre entre la théorie et la pratique? Alors, la théorie et la pratique. Alors, la théorie, en fait, ce sont les idées.
Ce sont les idées qu'on veut transmettre. La pratique, c'est comment on va implémenter ces idées, comment la personne va implémenter les idées qu'on lui transmet. Donc les deux sont liés et les deux sont aussi importants. C'est 50-50. Okay. Et dans les difficultés qu'on peut reconnaître quand on écoute des auteurs, c'est le syndrome de la page blanche, la légitimité et le doute. Est-ce que tu as eu ces sentiments-là? Le syndrome de la page blanche, oui et non, parce que en fait, moi j'ai tendance à décortiquer. Quand j'ai un gros mur en face de moi, je le découpe en toutes petites briques. Et je fais une petite brique à la fois. Et en général, c'est pour recréer l'élan. Parce que le syndrome de la page blanche, c'est quoi? C'est quand on a trop d'idées et que ça paraît insurmontable. Et donc, c'est une technique d'avancement. C'est dire, OK, aujourd'hui, je pose juste mon titre. Voilà, je pose juste le titre ou je pose juste les sous-titres. En fait, il faut juste recréer l'élan. Donc, moi, mon syndrome de la page blanche, elle dure jamais longtemps. Voilà. En général, j'arrive à trouver. Après, la légitimité, ça fait longtemps, grâce au développement personnel, que j'ai balayé ce problème de la légitimité. Parce qu'en fait, la légitimité, c'est pas seulement la notoriété, c'est pas seulement les diplômes, c'est aussi l'expérience. Voilà. Et je suis quelqu'un qui est convaincu que tous les humains sur Terre, quelle que soit leur expérience, ont quelque chose à apporter aux autres. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as eu la peur de ne pas être comprise sur le cahier d'exercice? Oui, bien sûr. Oui. C'est toujours délicat quand les premiers retours, on les attend avec impatience et on les attend un peu comme ça. C'est pas dans la peur de décevoir, c'est dans la peur de ne pas être comprise. Oui. Okay. Et est-ce qu'il y aurait un 3e livre? Est-ce que tu aurais un nouveau projet là-dessus? Oui, bien sûr, oui. Alors, j'hésite à ressortir mon fameux roman fantasy en 50 tomes, les poussières et le retravailler, parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. Mais j'aimerais bien aussi toucher aussi les adolescents au niveau aussi du développement personnel. Parce que je sais que l'adolescence, c'est une période très compliquée, qui peut être destructrice en fait. Moi, j'ai 2 adolescents à la maison, donc j'en ai eu 2 et je vois bien ce que ça donne. Et ils peuvent se sentir seuls, ils peuvent se sentir jugés, dépassés. Donc j'ai aussi cette idée de créer plutôt un roman du coup. Pas le faire en forme de conte, mais le faire en forme de roman, plus adapté en fait pour les adolescents. D'accord, ouais, qu'ils puissent leur parler directement. Exactement, voilà, avec une histoire qui leur plaît, voilà. Peut-être que la fantaisie plus le développement, les deux. Oui, je pensais à lier les deux, quelque chose comme ça, trouver un thème qui leur parle pour faire passer mon message en fait. C'est une bonne idée. Oui. Ça donne envie. Et est-ce que tu repartirais aussi sur l'enfance ou est-ce qu'un seul tome t'a suffi? Pour le moment, ça va. Oui. C'est pas pourquoi pas pour l'avenir, mais c'est pas du tout dans les priorités. Oui. Ok. Eh ben, le podcast touche à sa fin. Donc, du coup, Marine, on te remercie beaucoup pour ce partage si riche, à la fois sur l'entrepreneuriat, la création de projets et l'écriture. Donc, comme quoi, peu importe le projet, en fait, dès l'instant où on a de la méthode, du courage et de la confiance en soi, on peut y aller. Donc, tout à fait. Et comme quoi, la rétrospection de soi-même permet d'ouvrir plein de portes. Ouais, c'était très intéressant. Oui. Merci à vous, c'était un plaisir. Vous retrouverez les livres de Marine sur notre site internet Boucle et Fleurs, mais aussi sur Amazon, et surtout donnez-lui de la force en mettant des commentaires, parce qu'il y a que comme ça qu'elle peut évoluer et ça peut que lui renforcer son idée d'écrire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et bien sûr, vous retrouverez les livres de Marine sur notre site internet Boucle et Fleurs, mais aussi sur Amazon, et surtout donnez-lui de la force en mettant des commentaires, parce qu'il y a que comme ça qu'elle peut évoluer et ça peut que lui renforcer son idée d'écrire. Voilà. Merci. On vous dit à bientôt. À bientôt.